Bonsoir, soyez les bienvenus. Donc, je vous propose voilà, de démarrer la soirée et donc ce webinaire. Soyez les bienvenus. Des personnes vont se connecter au fur et à mesure et vont pouvoir nous rejoindre pour participer à cet événement. Merci beaucoup à toutes et à tous de vous être connectés ce soir. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire organisé par Codage, le collectif des dispositifs d'appui, de ressources et d'expertise en Grand Est, l'Agence régionale de santé du Grand Est et l'association ISM Interprétariat. Nous avons dédié ce webinaire au recours à l'interprétariat en santé. Hop, alors je reprends mon partage d'écran pour être sûr que vous puissiez voir la diapositive. Hop, voilà. Voilà, ça va se charger. Très bien. Alors oui, nous avons dédié donc ce webinaire au recours à l'interprétariat professionnel en santé et à adresser aux professionnels de santé libéraux de la région Grand Est. Et nous vous remercions d'avoir pris ce temps en soirée pour échanger avec nous sur ce sujet. Donc les objectifs de cet événement sont de vous proposer des informations permettant de mieux comprendre les apports du recours à l'interprétariat professionnel en santé, de la collaboration entre soignants et interprètes, et aussi de vous présenter le fonctionnement du dispositif d'interprétariat par téléphone dont vous pouvez bénéficier dans la région. Et donc, pour introduire les échanges, donc là, voilà, nous vous partageons aussi à l'écran un QR code donc, qui vous permet d'accéder au formulaire en ligne de demande de code d'accès au dispositif justement d'interprétariat professionnel en santé par téléphone. Et donc, pour introduire cet événement, j'ai le plaisir donc de donner la parole en premier donc à Madame Aline Osderi, qui est directrice adjointe de la promotion de la santé, de la prévention et de la santé environnementale. Pour quelques mots d'accueil, Madame Osderi, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de votre participation à ce webinaire et aussi un merci tout particulier à Codage et à ISM Interprétation pour l'organisation avec nous de ce webinaire qui marque un temps important pour nous, en tout cas dans le déploiement de ce dispositif qui est initié depuis 2007 et je pense que le docteur Brunner de l'URPS Médecins Libéraux reviendra dessus, mais en tout cas qui est déployé sur l'ensemble du Grand Est depuis 2013 pour tous les professionnels de santé libéraux. Pourquoi effectivement ce dispositif est important? Puisqu'effectivement la barrière linguistique représente un frein majeur à l'accès aux soins et à la santé de manière plus globale. En Grand Est, on constate notamment une augmentation plus rapide du pourcentage des personnes migrantes dans la région comparée au reste de la France. On constate également une concentration des populations immigrées sur l'ensemble du territoire avec un gradient d'importance est-ouest. Mais on observe aussi une forte diversité linguistique avec des primo-arrivants issus de plus de 96 pays différents, ce qui note effectivement, en tout cas, de la richesse de notre territoire, mais aussi des moyens à déployer pour permettre l'accès à tous à la santé et donc de limiter le renoncement aux soins. Et en effet, ça s'inscrit dans un objectif d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins, ainsi qu'à la prise en charge sanitaire des publics, et y compris ceux en situation de grande vulnérabilité sociale, qui représente aussi un public à ne pas négliger. Il est important d'identifier et de mettre en place des leviers d'action, et l'interprétariat en santé en fait partie. Il y a d'autres outils qui existent et qui sont mis à disposition pour permettre et faciliter cet accès. Ça vise un objectif de réduction des inégalités de santé, aussi bien sociales que territoriales en Grand Est, mais aussi de renforcer la confiance dans le système de santé et de faciliter le recours et d'éviter le renoncement aux soins de tous. Notamment, ça permet de renforcer la confiance entre le professionnel et le patient, mais aussi de faciliter la compréhension entre le professionnel et le patient, d'avoir une meilleure adhésion du patient à son traitement. Enfin bon, il y aura des illustrations qui sont plus justes que moi pour permettre effectivement d'appréhender au mieux le dispositif. Plus globalement, ce dispositif est une action qui s'inscrit dans notre politique régionale de santé en Grand Est, et notamment dans une des composantes du programme régional de santé, qui est le PRAPS,
le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus démunis, qui est un outil de concertation, de coordination et d'action qui tient compte des besoins des professionnels de santé et plus largement des acteurs qui accompagnent les personnes, mais aussi des besoins des personnes elles-mêmes au plus près de leur bassin de vie. C'est important, vous remarquez du coup que c'est important, en tout cas ce dispositif, il nous est cher, et c'était important en tout cas pour nous de marquer un temps pour effectivement vous permettre de vous le présenter, de l'appréhender, d'identifier en tout cas les leviers que ça peut représenter dans votre activité au quotidien. Et je laisse en tout cas Codage et ISM Interprétariat prendre le relais pour vous présenter plus en détail effectivement ce qu'est l'interprétariat et le dispositif en grand test expérimenté jusqu'à présent. Merci à vous et bon séminaire. Webinaire. Merci beaucoup, Madame Osvieri. Et pour Codage, donc j'ai le plaisir de donner également la parole au docteur Eliane Abraham, présidente de Codage. Je vous en prie. Bonsoir à tous. Merci, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Eh bien, on va l'ouvrir très rapidement hein, en représentant Codage, donc ce collectif des dispositifs d'appui, de ressources et d'expertise en grand test qui existe depuis 2019 et qui regroupe les dispositifs d'appui à la coordination ainsi que les dispositifs d'expertise régionaux et les dispositifs spécifiques qui accompagnent en fait les professionnels au service des patients dans les situations complexes et pour leur formation. Le Codage porte par délégation de l'Agence régionale de santé le dispositif interprétariat téléphonique depuis 2019 en relais de l'Union régionale des professionnels de santé libéraux. Le docteur Bronner prendra la parole après. Les missions de Codage dans ce dispositif, donc sur délégation de l'agence, eh bien, c'est de communiquer autour de ce dispositif et de le rendre disponible et à portée de main pour tous les professionnels de santé libéraux. On a une extension progressive des accès à ce dispositif. Et la deuxième grande mission que nous avons au service de l'interprétariat téléphonique, eh bien, c'est le pilotage fonctionnel de ce dispositif, c'est-à-dire la régulation, le suivi des prestations, ainsi que la gestion des adhésions. Donc, à chaque fois, vous allez voir des diapos avec le QR code. On vous expliquera aussi tout à l'heure comment avoir accès très rapidement à ce service qui est gratuit, en tout cas qui est financé par l'Agence régionale de santé et assuré de façon opérationnelle par ISM Interprétariat. Voilà, je ne serai pas plus longue. Je reprendrai la parole tout à l'heure. Merci beaucoup, docteur Abraham, pour ces quelques mots de présentation et d'accueil. Donc, pour préciser aussi à nos participants, donc nous sommes ensemble pour 1h30 jusqu'à 21h et durant ce webinaire, nous vous proposons de définir tout d'abord le métier d'interprète professionnel en santé, de démontrer ensuite pourquoi il est important de recourir à l'interprétariat professionnel et d'expliquer enfin comment travailler concrètement avec un interprète. Et nous échangeons ensuite pour répondre à vos questions avant de conclure l'événement. Donc, je précise aussi que vous pouvez poser des questions par écrit dans l'espace justement de questions-réponses du webinaire. Nous les relayerons aux intervenantes pour vous apporter des réponses en fin d'événement. Donc, si je reprends voilà, mon support de présentation, hop, donc voilà, qu'est-ce que le métier d'interprète professionnel en santé? Et donc, pour amorcer donc, les échanges autour de cette question, nous vous proposons de répondre à un sondage en répondant à cette affirmation par oui ou par non. Et donc, l'affirmation est la suivante, l'interprète traduit des mots. Et donc, je vais lancer le sondage tout de suite. Et donc, n'hésitez pas à répondre. Normalement, vous devez avoir affiché un sondage. N'hésitez pas à répondre donc par oui ou par non à cette affirmation pour justement que nous puissions après commenter vos différentes réponses. Alors, on vous laisse quelques instants pour y répondre. Alors, voilà. Merci beaucoup. On voit que les votes commencent. On vous laisse le temps, voilà, peut-être d'y réfléchir et d'inscrire votre choix. Donc, pour l'instant, sur l'affirmation, l'interprète traduit des mots, il y a donc plus de 80% de réponses de non
contre 20% de réponses de oui. Donc, on vous laisse encore voilà, quelques secondes pour apporter votre réponse. Toujours voilà, une part importante de nos participants qui répondent donc par non à cette affirmation. Là, on est à 76% pour le non et 24% pour le oui. Et on a atteint voilà, 90% quasiment des personnes participantes ont répondu à ce sondage. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Et donc, évidemment, pour commenter autour de ce sondage, l'idée, c'était de souligner que l'interprète professionnel détient certes une expertise linguistique, mais que son rôle et sa mission vont bien au-delà. Et donc, juste pour me représenter rapidement, donc, je suis Laura Morel, responsable de l'Observatoire et du plaidoyer au sein d'ISM Interprétariat. Donc, hop, je vais fermer le sondage et je vais reprendre le partage de la présentation. Hop, en affichant la bonne slide. Et voilà. Et normalement, c'est... Et voilà. Donc, juste pour vous présenter rapidement en quelques mots notre association, donc ISM Interservice Migrants Interprétariat, qui est une association à but social et non lucratif créée en 1970, qui poursuit une mission d'intérêt général, permettre aux personnes allophones d'accéder à leurs droits fondamentaux en supprimant la barrière de la langue. Et l'association contribue ainsi à l'accueil et à l'intégration des personnes migrantes et à la lutte contre les discriminations. L'association mène différentes activités, parmi lesquelles l'interprétariat oral, en présentiel, par téléphone, en visioconférence, la traduction écrite et également des permanences d'écrivains publics. Et donc, nous sommes partenaires des services publics et des associations et nous assurons des prestations dans plus de 185 langues. Le Code de la santé publique, à la suite de la loi de modernisation de notre système de santé de 2016, est venu définir l'interprétariat linguistique en santé comme la fonction d'interface reposant sur des techniques de traduction orale assurées par les personnes qui ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française et les professionnels intervenant dans leur parcours de santé, en vue de garantir à ces personnes les moyens de communication leur permettant d'accéder de manière autonome au droit à la prévention et aux soins. Et ce que nous pensions important aussi de souligner ce soir, c'est que malgré cette certaine reconnaissance légale inscrite donc par le biais de cette loi de 2016, il n'existe pas pour autant en France un droit opposable dont pourraient se prévaloir les patients allophones. Et il n'existe pas de caractère obligatoire du recours à l'interprétariat professionnel en santé dans notre pays. Le métier d'interprète professionnel en santé est un métier à part entière qui est encadré par différentes règles déontologiques qui ont été déterminées par la charte de l'interprétariat médical et social professionnel en France, adoptée en 2012 et qui ont été reprises par la Haute Autorité de Santé dans son référentiel de compétences, formations et bonnes pratiques sur l'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé, donc document qui date de 2017. Et donc, dans ce cadre déontologique, qu'est-ce qu'il y a d'inscrit? La fidélité de la traduction, car l'interprète restitue les discours dans l'intégralité du sens avec précision et fidélité. Il y a également la confidentialité et le secret professionnel, puisque l'interprète est soumis au secret professionnel. Il y a également l'impartialité, car l'interprète agit dans une posture de retrait par rapport aux parties et traduit loyalement aux différents protagonistes. Et il y a également le respect de l'autonomie des personnes, étant donné que l'interprète n'émet pas de jugement sur les idées, les croyances ou les choix des personnes et reconnaît leur compétence à prendre des décisions en autonomie. L'interprète professionnel a une grande capacité d'adaptation aux lieux, aux situations, aux personnes. L'interprète sollicite des précisions et des explications en cas de besoin et vérifie la compréhension mutuelle des messages qui sont transmis dans les consultations. L'interprète n'est pas une machine à traduire, il détient une expertise linguistique, comme on a pu le voir avec les réponses du sondage, mais sa mission va bien au-delà des mots. L'interprète, toujours avec l'accord du professionnel de santé, met en œuvre toute une palette de compétences et de postures afin de s'assurer de la compréhension mutuelle entre soignants et patients. Parmi ces compétences, l'interprète peut être passeur linguistique pour interpréter le sens des messages,
aussi référent linguistique pour décoder un registre de langue, des métaphores. Il peut aussi indiquer certaines différences culturelles pour expliquer une représentation culturelle, notamment autour de coutumes, de croyances, de pratiques. Et enfin, il peut être médiateur interculturel pour créer un véritable pont entre deux cultures, entre deux visions différentes. Et pour vous donner quelques exemples de cette compétence multiple de l'interprète, par exemple, dans certaines langues, le mot psychiatre n'a pas d'équivalent direct. Et donc là, l'interprète professionnel va pouvoir le signaler aux professionnels de santé et proposer une reformulation, une explication en fait au patient pour expliquer par exemple ce mot psychiatre. Ou encore, par exemple, dans certains systèmes de santé, dans des pays à travers le monde, le métier de travailleur social n'existe pas forcément, il n'y a pas d'équivalent direct. Et donc là encore, l'interprète va pouvoir accompagner la compréhension par le patient de ce métier et d'une potentielle intervention dans un parcours de soins. Ou encore, un autre exemple, dans certaines cultures, on ne nomme pas le mot cancer qui est tabou, qui est aussi associé à la mort. Et en fait, certains interprètes disent par expérience qu'on emploie plutôt le terme de sale maladie. Et donc, contrairement à l'idée d'une perturbation du colloque singulier entre soignant et patient par ce tiers extérieur que serait l'interprète, la présence de l'interprète est vraiment cruciale dans l'évolution justement de ce cadre d'échange vers une pratique en confiance qui permet d'assurer une compréhension réciproque des informations et des messages aussi également. Si d'autres outils de communication avec les patients allophones peuvent sembler utiles, a fortiori dans des conditions de travail difficiles pour les soignants, nous souhaitons ce soir aussi vous sensibiliser au fait que ces alternatives comportent des limites et des risques d'erreur. Par exemple, du recours à une tierce personne non professionnelle, un membre de la famille, un ami, un membre de la communauté ou encore un collègue soignant bilingue, il peut en résulter une confusion des rôles et donc une incompatibilité avec le cadre déontologique de l'interprétariat linguistique en santé. En effet, le patient peut s'auto-censurer devant cette tierce personne qui ne serait pas soumise au secret professionnel et donc qui ne serait pas soumise à ce cadre déontologique. Aussi, on veut vous préciser qu'il ne suffit pas de parler une langue pour être interprète. Donc peut-être que cette tierce personne, ce membre de la famille du patient, en fait, on le sait bien, il n'est pas formé aux techniques d'interprétariat. Il ne va pas forcément connaître, même s'il maîtrise la langue maternelle du patient, connaître l'équivalent dans les langues, dans la langue maternelle de certains termes techniques médicaux. Et donc, ces connaissances aussi linguistiques ne sont ni suivies ni évaluées à la différence des interprètes professionnels, plus particulièrement sur les enfants des patients, qui peuvent maîtriser plus facilement le français que leurs patients et donc être sollicités pour participer à des consultations concernant la santé de leurs parents, pour servir d'interprète. Ce qu'on souhaite aussi sensibiliser, c'est que cela fait peser sur eux une grande responsabilité qui n'est pas la leur. Ils ne connaissent pas nécessairement, comme je le disais, la terminologie médicale ni dans la langue maternelle de leurs parents, ni en français. Et les parents et les professionnels de santé peuvent s'auto-censurer par peur d'évoquer un sujet, une problématique qu'ils estiment sensible pour un enfant. On souhaite aussi sensibiliser au fait que l'utilisation d'une langue tierce supposée commune, par exemple l'anglais, peut quant à elle donner l'illusion de communication porteuse de risques d'incompréhension, de contresens et d'approximation. Et enfin, sur les outils en ligne numériques de traduction, leur fiabilité là est relative. Les spécificités linguistiques, sociales et culturelles propres à chaque personne ne peuvent pas être systématiquement prises en compte et il est impossible de s'assurer de la bonne compréhension du message, à la différence de l'interprète qui, entre soignant et patient, va pouvoir s'assurer justement de cette compréhension continue tout au long de la consultation. Et donc, pour poursuivre un peu plus avant la réflexion autour du recours à l'interprétariat professionnel en santé, je vais redonner la parole à Codage et je reprécise juste que là encore, vous avez le QR code pour accéder au formulaire en ligne de demande d'accès au dispositif d'interprétariat par téléphone. Donc, je redonne la parole à Codage. Merci à vous. Merci, merci beaucoup Laura. Je vais donner la parole au docteur Claude Bronner. Merci déjà d'être connecté, merci de faire partie de ce webinaire. Docteur Claude Bronner, donc tu es président de l'Union régionale des professionnels de santé, médecins libéraux du Grand Est. Tu connais bien ce dispositif. Qu'est-ce que tu aurais à nous en dire? Alors, bonjour.
Ben, ce que j'aurais à vous en dire, c'est que l'URPS des médecins libéraux a été à l'origine, il y a déjà longtemps, puisque c'était en 2007. Et en fait, c'est un médecin qui s'était vraiment investi sur le sujet, le docteur Pierre Trileschi, qui est d'ailleurs toujours membre des élus de l'URPS médecins libéraux, et qui avait lancé ça en 2007. Alors, je suis pas un grand expert du sujet, même si je suis à l'URPS depuis bien plus longtemps que ça, mais j'en ai beaucoup entendu parler, souvent. Je l'ai voté un certain nombre de fois comme dispositif, mais j'avoue que j'en suis pas un grand expert et vous le savez beaucoup mieux. Donc, je vais être très court. 2007 création, 2018 on passe à la téléphonie, et puis ensuite, en interne à l'URPS, il y a toujours eu des discussions pour savoir est-ce que c'est vraiment le rôle de l'URPS de faire ça, etc. Et donc, à un moment donné, on a passé le bébé à l'ARS et notamment après la mise en place de l'interprétariat par téléphonie. En tout cas, ça a été initié par l'URPS et je suis personnellement très fier du travail qu'on a fait puisqu'on est toujours là aujourd'hui et ça s'est développé et la reprise est très bien aussi. Voilà, s'il y a des questions, je répondrai volontiers, mais je suis pas sûr que, que je connaisse tous les détails utiles sur ce sujet. Très bien. En tout cas, merci de ton témoignage. Tu peux reprendre la parole quand tu veux. On va peut-être passer au point suivant et donner la parole à une de nos chargées de mission, puisque Codage bénéficie de l'intervention, en tout cas de la mise à disposition de 3 personnes de notre équipe de DAC dans le Grand Est pour mener à bien nos missions donc en délégation de l'agence. Et je vais passer la parole à une de nos chargées de mission, à Sylvia, pour qu'elle présente la façon dont vous, professionnels, vous pouvez obtenir un code et avoir accès facilement à ce dispositif. Oui, merci, docteur Abraham. Donc, concernant la démarche pour obtenir un code d'accès à l'interprétariat téléphonique, la démarche est plutôt simple. On va vous demander, la demande peut se faire par mail à l'adresse qui est indiquée là, codage.interprétariat@gmail.com, et vous allez retrouver le QR code tout au long du diaporama pour une inscription en direct. Donc, n'hésitez pas pour profiter de l'occasion et faire une demande de code en direct. Sinon, en dehors du webinaire, donc un simple mail suffit pour accéder à l'interprétariat, donc pour demander un code. On va vous demander un certain nombre de renseignements vous concernant, donc notamment les coordonnées complètes avec nom, prénom, profession, lieu d'exercice. On va également avoir besoin de votre numéro SIRET et du numéro RPPS ou ADELI. Voilà, à réception de ce mail, donc moi et mes 2 collègues, on va vérifier ces informations-là et vous faire un mail de réponse d'accusé-réception, vous confirmant l'éligibilité donc au dispositif. Et en parallèle, on demandera la création de votre compte directement à ISM. La démarche est rapide puisque vous aurez dans les 48 heures un retour de la part d'ISM directement avec votre code d'accès et le numéro de téléphone d'ISM directement. On sera mis en copie du mail avec votre code, ce qui permettra de gérer les codes en cas de perte. Voilà. On restera votre interlocuteur privilégié si jamais vous avez des questions sur l'interprétariat, sur la gestion du compte. On sera à disposition. Voilà, donc une démarche plutôt simple, plutôt rapide, puisque, comme dit, en 48 heures, vous pouvez avoir sans problème ce code et accéder à l'interprétariat. Alors, je tiens à préciser que cette demande de code n'est à faire qu'une fois et ensuite, vous êtes libre et autonome sur l'accès à l'interprétariat. Donc, pas besoin de rendez-vous, pas besoin d'organiser quoi que ce soit. Le numéro de téléphone d'ISM à composer et l'annonce de votre code suffira pour accéder à l'interprète. Voilà. Merci Sylvia. On peut aussi préciser que l'accès à un interprète, mais on va le voir avec les témoignages qui vont suivre, se fait en très peu de temps, en moins de 2 minutes le plus souvent.
et 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, il n'y a vraiment plus besoin d'être sur des heures ouvrées. C'est vraiment les horaires de travail des professionnels de santé. Si on avance et lorsqu'on a préparé ce webinaire, on s'est dit que plutôt que de vous parler un petit peu en théorie de ce dispositif, eh bien, la meilleure des choses à faire était de faire témoigner des usagers de ce dispositif. Donc, si je reprends quelques chiffres importants, eh bien, on va dire que sur l'année 2024, il y a eu 119 utilisateurs pour un peu plus de 1300 appels dans l'année, et que parmi ces utilisateurs, eh bien, on a sélectionné, entre guillemets, Madame Coralini, qui est orthophoniste libérale à Strasbourg et qui, elle, est connectée. Ensuite, on entendra Madame Samois, qui est coordinatrice de parcours dans la Marne, sur Reims. Et ensuite, on aura en visio, parce qu'elle était indisponible ce soir, elle était à une formation ce soir, le docteur Dugelé. Je donnerai quelques précisions tout à l'heure avant de passer le petit film qu'on a tourné avec elle hier soir. La première personne donc à intervenir, et je la remercie, c'est Cécile Coralini. Bonsoir. Bonsoir, ça va pour le son? Très bien. Vous êtes orthophoniste donc libérale à Strasbourg. La Oui. première question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement quel usage vous en avez d'interprétariat téléphonique? Qu'est-ce que c'est votre usage dans votre profession? Alors moi, j'ai 2, 3 usages différents. Donc nous, on travaille avec les familles, ou avec des adultes qui maîtrisent pas la langue française. Alors je peux avoir un usage qui est un usage déjà au bilan pour les recueils anamnétiques. Je vais utiliser le service de l'interprète pour finalement pouvoir poser toutes les questions que j'aurais peut-être pas posées ou j'aurais raccourci en ayant cette barrière de la langue. Et parfois, on a aussi des carnets de santé qui sont pas complets ou qui sont vides ou absents. Du coup, sur mon entretien d'anamnèse, je m'en sers beaucoup. Ensuite, j'ai un deuxième usage, alors si je réponds bien à votre question en termes d'usage, qui peut être un usage très régulier. Par exemple, j'avais une famille qui venait pour des troubles alimentaires pédiatriques, donc j'avais vraiment besoin de vraiment savoir beaucoup de choses à chaque séance, et donc j'ai eu recours à l'interprétariat. Donc ça, c'était en albanais. Et là, mais je peux aussi avoir un usage un petit peu exceptionnel. Je pense à une famille qui comprenait très bien le français, mais je voulais vraiment être sûre que tout soit bien compris sur la fin de la prise en soin. Donc du coup, j'ai fait appel à l'interprète, à une interprète pour bien que les choses soient claires et synthétisées et qu'il n'y ait pas de malentendus ou de non-dits par rapport à la compréhension. Et sinon, je pense à une famille que je suis depuis un petit bout de temps, qui viennent d'Érythrée. Et en fait, alors, avec cette famille, ça va pas être tout le temps, toutes les séances, mais ça va être en gros une séance sur 3 ou une séance sur 5 à peu près, où en fait, je vais inviter la maman à refaire un point et reposer des questions. Là, par exemple, j'ai des relances à faire à la maman d'ordre médical. Voilà, elle vient et du coup, on passe une partie de la séance, une grande partie de la séance avec l'interprète, que j'essaie quand même de pas trop mobiliser sur tout le temps. Mais en fait, il faut savoir qu'en orthophonie, les séances, elles sont de 30 ou 45 minutes selon la pathologie. Et quand je fais appel à l'interprète, j'avoue que ça utilise bien 20 à 25 minutes de séance et c'est pas dû à la connexion, parce que comme vous le dites, moi j'étais impressionnée de la rapidité avec laquelle je parle, l'interprète me répond. Il y a vraiment très très peu de délai d'attente, mais c'est pour qu'on puisse prendre le temps et voilà, et être à l'aise dans cette conversation, parce qu'en fait c'est une conversation qu'on a en vrai. Voilà. On comprend bien que vous avez un usage à la carte de ce dispositif, oui, vraiment en fonction de vos besoins, oui, sans forcément le programmer. Non, si, alors en parlant de programmation, au départ, moi, j'étais persuadée qu'il fallait que je prenne des rendez-vous par mail. Donc, j'ai envoyé un mail, et là, on m'a dit non, juste vous appeler. Alors, c'est programmé, c'est programmé dans mon plan de soins. Mais en fait, j'ai cette liberté de le faire ou pas, puisque j'ai pas un rendez-vous à honorer avec quelqu'un avec qui j'aurais pris rendez-vous. Je parle de l'interprète. Donc c'est programmé dans mon plan de soins. Mais si finalement
la famille n'est pas disponible ce jour-là, ou j'ai pas les 2 parents comme convenu, ou etc., etc., ben je ne manque pas un rendez-vous avec quelqu'un. Donc ça aussi, c'est génial. De la souplesse. Est-ce que, Ouais, voilà. vous pensez que vous êtes une meilleure professionnelle? En quoi Oula, ça change votre exercice? je crois que ça serait très présomptueux. En revanche, ce que je pense réellement, c'est que je gagne en fluidité et en alliance thérapeutique, réellement. Je trouve qu'il y a un climat de confiance, en fait, différent qui s'instaure. Alors, il faut voir que les familles, moi, j'ai beaucoup de familles que je vois 2 fois par semaine pendant très longtemps. Donc, voilà, il faut que l'alliance, le lien thérapeutique, il soit maintenu. Et le fait, je vois vraiment enfin, en termes de non-verbal, c'est extraordinaire. Il y a les gens se détendent, réellement. Il y a une liberté. Je pense qu'il y a une liberté qui est donnée. En plus, les interprètes sont vraiment... Enfin, voilà, on est entre humains et humaines, quoi. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la conversation, bien sûr orientée. Moi, j'ai des questions, la question se pose même pas, mais il y a quelque chose de la relation qui est plus fluide, en fait. Et je pense que pour les parents, il y a aussi, et comme pour moi, mais je pense pour eux, enfin, je n'ai pas parlé pour eux, mais par rapport à ce que je vois, il y a quelque chose de l'ordre de, OK, ici, je peux dire comme je veux, puisque j'ai pas besoin de me censurer parce que je cherche le bon mot ou que je vous affiche le téléphone avec Google Traduction. Enfin, voilà, je pense que ça permet en tout cas une fluidité, une souplesse, et ne serait-ce que pour des choses qui paraissent parfois accessoires, mais qui sont essentielles, à savoir le cadre thérapeutique. Je préviens quand je viens pas, je respecte les horaires, les rendez-vous, et ben que ça soit redit par un interprète ou une interprète, et ben ça met quand même un élément de plus de compréhension du fonctionnement et du cadre thérapeutique qui est respecté ou pas respecté, mais en tout cas, le cadre est clairement donné, et je trouve ça quand même beaucoup plus agréable que ce soit par un être humain que par une application. Merci. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour lever d'éventuels freins avec des professionnels? On ne va pas se mentir, il y a certains professionnels qui ont encore des freins à utiliser ce Moi, dispositif. je crois Qu'est-ce qu'il que faut se vous... lancer. Hein. Faut se Franchement, il faut lancer. se lancer et se voir. C'est un peu, je pense, comme toute. Moi, je l'ai pris comme tout élément nouveau que j'apporte à ma pratique, en fait. C'est-à-dire que peut-être que dans 6 mois, je ne fonctionnerai pas de la même façon parce que je l'aurais expérimenté. Donc, en fait, à chaque fois, j'expérimente. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prépare des questions simples. Ça n'a rien à voir avec la qualité de l'interprétariat. Hein. C'est aussi pour moi en termes d'attention. Parce que quand il y a la famille, les 2 parents, un enfant qui est en train un peu de, comment dire, ça peut être un peu rock'n'roll quand même des fois, hein, le téléphone en haut-parleur et moi, en termes d'attention partagée, soutenue, je trouve ça très exigeant, réellement. C'est fatigant parce qu'en fait, comme c'est des langues, en tout cas nous les langues, le criol, le tridigna, c'est des langues pour moi, ces sonorités ne font appel à rien de connu. Donc du coup, je vais être beaucoup sur le non-verbal des familles. Donc c'est beaucoup d'observations, du peu qu'il y ait beaucoup de bruit, que l'interprète entende, etc. Je trouve qu'en termes d'attention partagée, c'est assez exigeant. C'est pour ça que moi, je préfère y mettre toute ma séance. Mais je crois c'est comme tout, il faut se lancer et ça répond quand ça répond à un besoin et qu'on a l'outil, je trouve ça dommage de ne pas en profiter. En fait, voilà, ça peut peut-être paraître très, très basique, mais je crois que c'est ça en fait. En tout cas, moi, Là, vous me disiez moi, quand on préparait que c'est votre URPS qui oui, vous c'est a l'URPS prévenu du fait que orthophoniste vous aviez la Grand Est. possibilité de vous connecter. Ouais. Oui, c'est ça. Et, et c'est vrai que les premières fois, j'étais un peu, voilà, un peu anxieuse en fait de savoir comment ça allait se passer. Et en fait, c'est tellement fluide que moi, j'hésite pas, quoi. Voilà. Merci. Est-ce que vous auriez une dernière précision à nous donner ou une information sur le sujet qu'on n'aurait pas abordé dans notre entretien? C'est juste, enfin, c'est vraiment un confort. Voilà. C'est moi, enfin, voilà. C'est moi, j'ai pas envie de revenir en arrière avec mon appli DeepL, quoi. Vraiment pas. Voilà. Très bien. Merci. En tout cas, vous restez avec nous s'il y a des questions Ben, à la suite. merci. Merci beaucoup.
Merci Je à vais tout de vous. suite passer la parole à Julie Samois, donc, qui est coordinatrice de parcours au dispositif d'appui à la coordination de la Marne, donc qui est porté par l'APS, l'association d'appui aux professionnels de santé. Qu'est-ce que vous pouvez, alors je vais poser à peu près les mêmes questions, hein. Comment vous avez eu recours à ce dispositif et quel usage vous en avez? Puisque vous êtes dans un dispositif d'appui, donc vous n'êtes pas directement prescripteur ou vous n'avez pas d'action thérapeutique directe. Tout d'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Alors, c'est vrai que nous, on est contactés directement soit par les professionnels de santé sociaux, médico-sociaux pour leurs patients. Ce qui est intéressant dans l'usage de codage, c'est nous, on fait beaucoup d'évaluations, soit à domicile, soit par téléphone. Et c'est vrai que l'évaluation des besoins, pour moi, elle passe aussi par une bonne communication entre le patient et le professionnel, et nous en l'occurrence. Et c'est vrai que quand il n'y a pas ce type de dispositif, c'est un peu compliqué. Donc, je suis ravie de pouvoir utiliser codage maintenant dans ma pratique. J'en aurais rêvé il y a des années quand j'étais travailleuse sociale avec les personnes migrantes, je ne vous cache pas. Donc, voilà, j'en fais l'usage régulièrement lors de mes visites à domicile. Ça évite, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit précédemment parce que c'est vraiment ça, hein, quand on parle d'infantilisation, d'outils en fait, qui sont tout un processus assez fastidieux à mettre en place. C'est-à-dire que soit on va perdre du temps à dire est-ce que il y a un traducteur qui est là, qui en plus de ça, on ne sait pas vraiment qui c'est, si c'est un ami, si c'est de la famille. Ça garantit pas aussi non plus le secret professionnel et médical. Donc ça aussi, c'est assez questionnant pour nous. Google Traduction, c'est bien gentil, mais ça ne traduit pas. Enfin, donc, du coup, ça ne sert à rien. Ça ne permet pas d'avoir vraiment une évaluation des besoins précis de ce que veut dire aussi la personne. Pour moi, la communication, elle se fait quand il y a une bonne compréhension. Donc, voilà, j'en fais surtout l'usage lors de mes visites à domicile et c'est vrai que c'est un gain de temps incroyable. J'en suis que satisfaite. Est-ce que vous connaissez la langue? Parce que c'est un détail qu'on n'a peut-être pas donné. Quand le professionnel va téléphoner à ISM, il n'est pas obligé de connaître d'avance la langue de la personne qu'il a en face de lui. Est-ce que c'est votre cas à vous? Est-ce que vous savez exactement l'interprète que vous allez solliciter, en tout cas la langue que vous allez solliciter? En général, ça m'a pas trop posé de problème, mais c'est vrai que c'est une question effectivement intéressante. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes d'origine turque et je pense aussi même à l'anglais parce que l'anglais, on va se dire, bah oui, je maîtrise un petit peu, mais entre eux, utiliser l'anglais, je sais pas, au sens des voyages, etc. Et en l'utilisant dans des termes sur des évaluations, on a besoin de technicité. Je trouve que voilà, c'est pas du tout la même chose. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours eu quand même des personnes qui me disaient de quelles origines ils étaient en capacité de me dire au moins de quelles origines ils étaient. Et donc, voilà, on a pu facilement basculer, mais c'est intéressant effectivement de pouvoir le soulever. Oui, c'est intéressant aussi de donner ce détail, hein. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous auriez, vous, relevé comme limite, en fait, quand même, au dispositif ou pas? Qu'est-ce qui vous manquerait en plus? Dans quel Franchement, cas vous diriez il faudrait quelque chose en plus? je sais pas trop en vérité. Pour l'instant, franchement, je l'utilise lors de mes visites à domicile. Je trouve au début, on peut penser que ça prend un peu de temps et en fait, pas du tout. Alors qu'on pourrait perdre plus de temps à essayer d'appeler un tiers ou d'essayer de voir qui peut traduire. En fait, c'est vraiment assez rapide. J'ai été moi-même surprise, hein. Donc, voilà, je peux que inciter les personnes à passer à l'action. Mais pour les limites, j'avoue que pour l'instant, je suis pas encore confrontée à ça. Je trouve que ouais, c'est assez pointu. On aborde, voilà, moi j'aborde des fois des procédures, d'aller à la sécurité sociale pour aller récupérer un tel papier, etc. On aborde aussi des process bien spécifiques pour permettre l'accès aux droits des personnes. Et j'ai trouvé ça super en fait. Donc pour vous, ça correspond à vos besoins, en tout cas jusqu'à maintenant, il n'y a pas de besoin nouveau.
Non, il y a pas de besoin. Après, c'est vrai que moi, j'essaie d'en parler effectivement, aussi aux professionnels de santé qui interviennent parce que, moi, autant je vais pouvoir rencontrer la personne, 1 fois, 2 fois, c'est vrai qu'après, il reste quand même le médecin, les infirmiers, le kiné et donc voilà, j'essaye, dans le process, voilà, pour cette famille-là, la turque, où il fallait que j'oriente, aussi madame vers un kiné, tout de suite, je lui ai aussi parlé de codage avec les infirmières pour qu'elles puissent, elles, sur le terrain, se dire, on a un outil et ça évite, justement les ruptures, comme on parlait, les ruptures de soins, en fait. Voilà. C'est une bonne compréhension qui permet d'éviter toute rupture. Je veux dire, à partir du moment où on se comprend, tout va bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Quelque chose, un mot de la fin à préciser ou on avance? C'est comme le vélo, faut retirer les roulettes et après c'est tout bon. Parfait, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous. On va passer au témoignage. Donc moi, on est allé hier soir interviewer, comme je vous l'ai dit, Gisèle Dugelet. Alors pourquoi particulièrement elle? C'est un médecin généraliste. Elle va expliquer ses modalités de travail. Mais en tout cas, c'est le médecin qui, en 2024, a eu le record du nombre d'appels, d'usage. Elle va nous expliquer pourquoi de ce dispositif, puisqu'elle elle a eu 227 fois recours à cet interprétariat téléphonique. Il faut savoir que sur les 119 utilisateurs en 2024, 90% sont des médecins généralistes et parmi ces 90%, ou en tout cas parmi ces 19 utilisateurs, une grande partie utilise 1 à 10 fois par an le dispositif. Et elle, sauf quelques-uns, 93 professionnels sur les 119 l'utilisent 1 à 10 fois dans l'année. Et puis le reste utilise beaucoup, beaucoup plus souvent. Et donc parmi eux, Dr Dugelet qui l'utilise de nombreuses fois, qui elle aussi, pour reprendre ce que nos 2 témoignages précédents ont dit, ne pourrait plus s'en passer. Et elle va vraiment nous expliquer lors de l'entretien que nous avons eu comment ça se passe. Donc peut-être, Laura, vous pouvez lancer le film et puis on reprendra après le direct, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Donc je vais lancer l'interview du docteur Dugelet. Bonjour, alors docteur Dugelet, bonjour, merci de nous recevoir et de nous parler de votre usage de l'interprétariat. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et comment vous travaillez habituellement avec cet outil? Alors, donc, Gisèle Dugelet, donc je suis médecin généraliste. Donc, tout d'abord, on a un mode d'exercice ici un peu particulier puisqu'on est en maison de santé pluridisciplinaire, donc avec une qualité de suivi du patient qui nous importe. C'est en communiquant justement avec mes collègues que j'ai appris l'existence de cet outil, donc, qui pour nous était nécessaire puisque nous sommes installés en quartier prioritaire de la ville. Et donc assez rapidement, donc j'ai fait les démarches pour créer les codes. C'était assez simple, un simple mail, on nous demandait quelques données administratives. Et assez rapidement, on a eu un retour avec un numéro de téléphone dédié et un code qui nous est personnel à 5 chiffres que j'ai enregistré tout de suite sur mon téléphone. Et donc dès que je suis confrontée à une situation où le patient ne parle pas bien français, je propose au patient d'utiliser cet outil. Et assez rapidement, on fait le numéro de téléphone et en moins de 2 minutes d'attente, la plupart du temps quelques secondes, on est mis en relation avec un interprète. Alors c'est vous qui avez utilisé le plus souvent ce service pendant l'année 2024. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle langue et finalement quel service ça vous rend? Est-ce que vous pensez que ça vous rend meilleur médecin généraliste, meilleur médecin traitant? Oui, alors on peut l'utiliser un peu en toutes les langues. J'ai beaucoup de patients géorgiens parce que je pense que je suis une bonne partie des patients d'une caserne qui est la caserne Faron, qui se sont passés le mot qu'ici on pouvait se faire soigner en se faisant comprendre plus facilement, mais je l'utilise aussi en russe. Alors caserne Faron, c'est pas militaire, hein, c'est un endroit où on accueille des personnes migrantes, tout à fait. Hein, oui. Donc on peut l'utiliser en turc. J'ai eu du pachtou récemment, j'ai eu du serbe, donc vraiment tout type de langues sont éligibles à ce dispositif. Et est-ce que vous pensez que ça améliore l'observance, la compréhension, le lien avec le patient? Comment vous le
ressentez? Alors, effectivement, je pense que ça améliore le lien avec le patient. Déjà, je pense que les patients sont agréablement surpris qu'il y ait ce service, de pouvoir parler leur langue. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent quand on utilise l'interprétariat. Les émotions du patient qui parfois se lâche, dit tout ce qu'il a sur le cœur, alors que sinon il est plus dans l'aspect technique, de juste essayer de faire comprendre quelque chose de basique. Et là, il y a beaucoup plus de choses qui passent en peu de temps avec l'interprète. Et puis donc, pour répondre à la question d'observance, le patient comprenant mieux ce qu'on lui donne comme examen à faire, les rendez-vous qu'on lui donne, quand est-ce qu'il doit y aller, je pense qu'effectivement l'observance est améliorée, mais également l'assiduité au rendez-vous, qui sont mieux honorés en fait. Les patients comprennent, et donc quand on leur donne des rendez-vous chez le spécialiste, on peut leur dire ça, c'est votre rendez-vous chez le spécialiste. Et parfois, notamment mes patients géorgiens, écrivent en géorgien sur un petit coin de la feuille rendez-vous spécialiste, parce que même les chiffres divergent, donc c'est compliqué pour eux, donc ils écrivent avec leurs chiffres sur leur papier, et comme ça quand ils rentrent chez eux, s'ils rentrent avec 3-4 feuilles, ils savent repositionner leurs 3-4 feuilles. Ça c'est pour ma prise de sang, ça c'est pour la pharmacie. Et donc finalement ça se passe mieux. Pour vous, ça vous fait gagner du temps ou perdre du temps? Alors, on perd un petit peu de temps dans le sens où il y a le temps de la traduction. Donc, on parle, c'est traduit, le patient parle dans sa langue et c'est à nouveau traduit. Mais en soi, par rapport à quelqu'un qui utiliserait Google Traduction ou d'autres méthodes, ça ne perd pas plus de temps que d'écrire sur son clavier ou d'utiliser Google Traduction et de devoir répéter X fois une phrase qui est mal traduite. Donc, je dirais qu'on perd un peu de temps par rapport à un patient lambda, mais que dans le fond, on gagne du temps, puisqu'on se fait mieux comprendre du premier coup. Voilà. Très bien. Et du coup, merci en tout cas pour ce témoignage. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à vos confrères, consoeurs ou collègues d'autres professions de santé pour lever les freins, en fait, ce qui pourrait encore les freiner à l'usage d'un tel dispositif? Eh ben, déjà, j'aimerais bien connaître quels sont les freins, parce que moi, j'en vois pas beaucoup. D'accord. Donc, vraiment, la souscription est facile. Encore une fois, les délais d'attente sont exceptionnels. C'est rare que j'attende beaucoup avant d'avoir un interprète en ligne. Et ça, même des fois sur les pauses de midi, où parfois on peut penser que les interprètes sont moins joignables. Moi, j'ai enregistré le numéro. Donc, j'ai le numéro et le code. Donc, j'ai pas à retourner voir mes mails. C'est dans mon téléphone. Quand j'appelle ISM, j'ai mon code à 5 chiffres qui apparaît. Donc voilà, et puis vraiment, c'est une qualité pour le patient. D'autres patients, avant que je l'utilise, venaient X fois pour le même motif parce qu'on ne s'était pas compris. Là, au moins, le motif est traité, et la fois d'après, on traite un autre motif, on avance. On avance. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a jamais d'erreur de langage? Il n'y a jamais d'erreur d'orientation vers le bon ou le mauvais interprète? Vous n'avez pas cette expérience-là? Alors, il se peut qu'il y ait des interprètes qui soient plus ou moins qualitatifs. C'est possible que certains termes médicaux, des fois, sont plus ou moins bien traduits par l'interprète. Mais encore une fois, quand ils n'ont pas compris, les interprètes me demandent de réexpliquer différemment. Parce que parfois, même si le chasser le naturel il revient au galop, parfois j'utilise un peu mon jargon médical et ils me demandent de reformuler. Et ce que je trouve bien aussi par rapport à quelqu'un de la famille qui viendrait traduire, c'est que l'interprète, normalement, est un interprète professionnel, et de ce que j'en sais, il est obligé de traduire tout ce qu'on dit. Oui. Quelqu'un de la famille pourrait garder une partie de ce qu'on dit un petit peu caché, ou pas tout traduire. Là, on voit bien qu'il traduit à chaque fois tout ce que je dis, sans cacher une partie. Donc les messages passent dans les deux sens. Voilà, et il y a ce côté professionnel qu'il n'y a pas, si je peux encore lever un frein, quand c'est quelqu'un de la famille qui est présent. Voilà. D'accord, très bien. Et puis, il a son secret professionnel, ce qui peut aussi lever des freins de la personne. Elle va nous dire plus de choses que si c'est le cousin qui traduit, et qu'elle n'a peut-être pas envie que le cousin sache certaines choses de sa santé aussi. Très bien. Est-ce que vous auriez autre chose à nous dire pour contribuer à ce témoignage, ou est-ce qu'on a fait le tour de l'usage que vous avez de ce service? Alors, je
pense qu'on a fait le tour de ce que j'ai de l'usage de ce service. Après, le seul bémol, c'est que en aval, les spécialistes parfois, notamment les chirurgiens en libéraux, et on travaille beaucoup avec eux, ont des difficultés des fois avec ce service, notamment les chirurgiens, parce que de temps en temps, ils doivent faire un schéma et que l'interprète ne peut pas, n'étant pas présent, traduire un schéma qu'il ne voit pas. Donc, dans certains cas de figure, il se peut que j'adresse plutôt sur le CHU, où là, un interprète pourra être mis à disposition de la personne et pas à ses frais. C'est le seul frein que je peux voir à ISM Interprétariat, c'est pour les prises en charge d'aval, parce que certains spécialistes n'utilisent pas le dispositif. D'accord. Voilà. Intéressant. Très bien. Bah, écoutez, on ne va pas vous faire prendre plus de temps sur vos consultations. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis, je vous félicite pour tout ce que vous faites. Voilà, oui, merci et moi, beaucoup. je félicite ISM Interprétariat. Merci. Pour poursuivre les échanges, donc maintenant, on va vous donner voilà, quelques informations sur comment travailler avec un interprète, même si voilà, ça a déjà pu être abordé par les précieux témoignages. Merci beaucoup aux personnes qui ont témoigné voilà, en direct avec nous ce soir. C'est toujours très précieux d'avoir ces expériences complémentaires et ces voix complémentaires aussi qui portent avec nous toute l'utilité et toute la plus-value du recours à l'interprétariat. Donc, merci beaucoup à nos intervenantes présentes ce soir et aussi au docteur Dugelet pour son témoignage vidéo. Pour aller un peu plus dans le concret, donc comment travailler avec un interprète pour guider donc une décision de travailler avec un interprète. Nous pensons que sa présence est indispensable dans diverses situations qu'on vous propose, voilà, sans que ce soit évidemment exhaustif de l'ensemble des situations en santé qui peuvent être rencontrées, mais on a notamment listé donc lors d'une première consultation, lorsque le patient en exprime la demande, lors d'une consultation visant à établir un diagnostic, annoncer un diagnostic, et c'est ressorti aussi dans les témoignages toute l'importance de la présence de l'interprète pour dès le départ en fait vraiment avoir toutes les informations qui permettent après de vraiment accompagner le patient allophone. Aussi pour recueillir le consentement du patient préalablement aux soins, s'assurer d'une adhésion pleine et entière au parcours de soins. Également, lorsqu'une compréhension interculturelle est nécessaire pour clarifier et saisir des informations en renvoyant à des représentations culturelles, parce que comme on le mentionnait tout à l'heure, certaines représentations autour, par exemple, de la maladie, de la naissance, de la mort, ne sont pas univoques à travers les cultures, et les interprètes peuvent accompagner justement à cette compréhension interculturelle entre soignants et patients. Également, lors d'une consultation sensible pouvant générer beaucoup d'émotions, lorsque des vulnérabilités sont identifiées, lorsque le dialogue semble impossible, que la situation paraît bloquée, pour fixer un rendez-vous important, en expliquer les enjeux. Ça a très bien aussi été exprimé par les témoignages juste avant, et également pour lever des doutes, notamment en cas de soupçon de violence subie. Et donc, comment travailler aussi avec un interprète? On vous propose quelques bonnes pratiques du travail avec un interprète. On les a réfléchies, listées aussi en interrogeant, en travaillant avec des soignants, avec des collègues interprètes, justement pour pouvoir proposer ces bonnes pratiques. Parmi lesquelles il y a le fait de se présenter, son nom, son prénom, sa fonction, d'expliquer à l'interprète le motif, le contexte de la consultation, les thèmes qui seront abordés. Et en fait, ça permet notamment à l'interprète d'anticiper le vocabulaire à mobiliser dans ses langues de travail. On pense aussi que c'est utile particulièrement d'indiquer l'état émotionnel du patient, l'intensité émotionnelle attendue de la consultation, en fait, pour souligner que celle-ci ne sera pas la même. Par exemple, si la consultation concerne un heureux événement à venir ou bien l'annonce d'un diagnostic d'une maladie grave. On pense aussi qu'il est pertinent d'expliquer au patient que l'interprète, comme le professionnel de santé, est soumis au secret professionnel, et expliquer le rôle de l'interprète, ça permet véritablement d'instaurer ce cadre de confiance. Et quand on a pu échanger avec des soignants, beaucoup nous ont dit que pour eux, ça leur paraissait évident et qu'ils ne pensaient pas forcément à l'exprimer aussi aux patients, et qu'ils se rendaient bien compte aussi de toute l'utilité de pouvoir l'expliciter aussi aux patients que l'interprète est un professionnel. Donc, comme ça a été aussi mentionné,
dans les témoignages, à la différence de tierces personnes non professionnelles, et donc ce professionnel est soumis aussi au secret professionnel. Recueillir le consentement du patient quant à la présence de l'interprète, laisser au patient la possibilité de se présenter à l'interprète, structurer ses phrases de manière à faciliter l'interprétation et expliquer à l'interprète des termes techniques si besoin. Par exemple, des collègues interprètes ont pu nous faire des retours d'expérience sur le fait que, par exemple, certains médicaments ne sont pas prescrits de façon régulière ou très connus en fait dans certains pays, et donc demander aux soignants s'ils pouvaient prendre un peu plus de temps pour expliquer vraiment le pourquoi de ce médicament, la posologie, etc. Donc s'adresser directement aussi aux patients lorsque l'on s'exprime, ça permet aussi toujours de montrer l'intention vraiment envers le patient de s'exprimer pour lui. Expliciter les attentes vis-à-vis de l'interprète sur d'éventuels éclaircissements culturels notamment. On voit que c'est important aussi, si possible, notamment au tout début de la consultation ou peut-être pendant le moment de la consultation, à un moment s'il y a peut-être un petit questionnement, une interrogation justement en disant mais est-ce que là, est-ce que vous savez si il y a cet équivalent-là qui existe dans la langue, ou là je vois que le patient ne comprend pas par exemple le mot psychiatre, est-ce que vous pourriez m'expliquer ou lui reformuler pour qu'il comprenne vraiment, vraiment le sens du message transmis. On a aussi listé le fait que l'interprète prévient si un segment donné sera particulièrement long à interpréter, si la personne n'a pas compris le propos du professionnel de santé. Et on propose aussi de mettre en place un temps de débriefing si cela paraît nécessaire ou utile, notamment pour échanger sur les ressentis, les besoins d'éclairage interculturel complémentaire ou alors des questions quant aux choix et pratiques de l'interprète durant la consultation. Et donc, pour résumer, nous pensons que l'interprète durant la consultation. Et donc, pour résumer, nous pensons que voilà, c'est bien plus qu'une prestation de service, c'est aussi une collaboration entre professionnels. Et donc, au-delà de la consultation, pour s'assurer d'une collaboration efficace et d'un véritable dialogue à trois, il est important de construire une culture commune de l'accompagnement à travers le renforcement de l'interconnaissance entre les métiers. Et voilà, cette action ce soir, il participe aussi de renforcer l'interconnaissance entre soignants et interprètes, et nous vous remercions encore de votre participation ce soir. Alors maintenant, nous allons ouvrir les échanges en répondant à quelques questions qui ont pu être posées dans le chat. On vous remet évidemment encore le QR code à scanner pour avoir accès au formulaire en ligne de demande de code d'accès. Et donc, hop, je vais juste mettre en pause la présentation pour pouvoir visualiser un petit peu plus les questions qui ont pu être posées dans l'espace questions-réponses. Merci beaucoup pour votre intérêt marqué donc par ces différentes questions. Il y a plusieurs questions qui concernent, hop, je reprends mon visuel, la création des codes et l'éligibilité au dispositif, avec notamment des témoignages. Hop, je juste là, avec notamment donc des questions. Merci pour ce webinaire. Je fais partie d'une SCP de médecins anesthésistes réanimateurs. Est-il possible d'obtenir un seul identifiant pour toute la société, ou bien faut-il forcément faire des demandes individuelles pour chaque médecin? Sur le même thème, bonjour, merci pour l'organisation de ce webinaire. Ce dispositif d'interprétariat est très intéressant et vos explications sont très claires. En médecine du travail, nous avons les mêmes problématiques qu'en médecine de ville. Nos médecins sont salariés. J'ai bien compris que ce dispositif est réservé aux professionnels de santé libéraux. Comment accéder à ce service, même si nous devions payer la prestation? Une autre question, pouvez-vous me donner la liste des professionnels qui peuvent utiliser ce service, pharmaciens, etc. Et une question complémentaire sur cette thématique, est-ce un outil accessible exclusivement aux professions libérales? Donc peut-être que les personnes de codage peuvent apporter des éléments de réponse à ces questions. Alors, merci pour cette question. La première question me va droit au cœur puisque c'était juste avant une des demandes qu'on formule à l'ARS. Il faut savoir que le dispositif a évolué. Au départ, il était réservé aux médecins libéraux. Ensuite, il s'est élargi aux sages-femmes et puis après aux infirmiers libéraux. Maintenant, il est pour tous les professionnels de santé libéraux. Je vais profiter pour répondre à la troisième question, je pense. Ce dispositif est à ce jour disponible pour les professionnels de santé libéraux
telles qui figurent en tant que professionnel de santé dans le code de santé publique. Donc, il faut que ce soit une de ces professions-là. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui, et on le dit en toute transparence, 2 demandes pour l'Agence régionale de santé, et Madame Osbery pourra répondre toute l'attention qu'elle y porte. La première chose, c'est typiquement pour les SCP, mais aussi pour les structures d'exercice coordonné type maison de santé pluriprofessionnelles, les CEL, enfin voilà, les professionnels qui exercent en groupe. On comprend tout à fait qu'il serait beaucoup plus simple d'avoir un seul code pour la structure d'exercice coordonné que d'y aller un par un. C'est une demande qu'on a eue aussi d'SOS médecins. Voilà, c'est des demandes qu'on a de structures d'exercice pluriprofessionnelles ou à plusieurs professionnels qui assurent une continuité des soins. On a cette demande. Alors, tous les ans, on fait une demande supplémentaire à l'ARS. Cette fois-ci, on a fait cette demande là. Voilà, Madame Osbery répondra. Et la deuxième, je l'aborde tout de suite, c'est que parmi la liste des professionnels de santé ne figure pas une profession qui pour nous pourrait être éligible à ce dispositif, d'autant plus qu'il y a des mesures maintenant d'accès, de libre accès à cette profession qui est la profession de psychologue. Et donc, on est en attente de la réflexion de l'Agence régionale de santé et de la possibilité de pouvoir vous répondre oui, chers confrères, à cette question. Et également, j'en profite de donner la parole à Madame Osbery pour les psychologues. Merci, Aline. Merci, Eliane. Effectivement, hein, alors, il y a effectivement une évolution dans ce dispositif et ça rejoint les propos introductifs que j'avais, hein, d'essayer d'adapter au mieux ce dispositif pour qu'il réponde aux besoins, aussi bien des professionnels que des patients. Donc, vous avez soulevé la souplesse de ce dispositif. Donc, l'idée, ce n'est pas de remettre un frein supplémentaire qui ne faciliterait pas l'accès. Donc, la possibilité d'avoir un code par exercice coordonné pour plusieurs professionnels, bien évidemment, c'est un élément sur lequel on répond favorablement pour faciliter justement cet accès aux professionnels en fonction de leur organisation, en pluripro, avec plusieurs professionnels dans une structure. Sur le volet psychologue, effectivement, donc on en a parlé récemment, donc on entend, et on entend d'autant plus que cette année, c'est quand même une année où la santé mentale est un enjeu important au niveau national et puis une réalité de terrain. Donc, pour ces deux enjeux-là, en tout cas, on considère vraiment le sujet de manière très importante et effectivement, on reviendra rapidement vers vous pour acter les choses sur cette orientation-là, mais effectivement, on ne peut pas nier en tout cas le sujet, la problématique et au regard des expériences en tout cas hein, qui ont été relatées, l'importance des mots, effectivement traduire aussi en fonction des cultures. Tous ces éléments-là sont importants aussi dans une prise en charge et notamment dans le cadre de mon soutien psy, hein, c'est ce que vous évoquiez, Liane. Hein, en tout cas, ce sont des éléments sur lesquels effectivement je pense qu'il faut faciliter l'accès aussi au plus grand nombre de ce dispositif. Donc voilà, la réponse n'est pas ferme, mais en tout cas, on y travaille. Alors, j'invite l'anesthésiste qui a posé la question à laisser ses coordonnées et dès qu'on aura une réponse que j'espère positive, dès qu'il y aura aussi des budgets, parce que voilà, je sais que l'agence est aussi dépendante du vote du PLFSS au Parlement, donc en espérant qu'on ait rapidement un budget pour la santé qui soit voté, parce que l'ARS est dépendante de ça comme nous tous, eh bien on sera un plaisir, en tout cas nos chargés de mission, seront un plaisir de revenir vers notre confrère. Alors je ne sais pas qui a posé la question, mais si vous pouvez mettre votre nom et vos coordonnées, on reviendra vers vous dès qu'on aura la possibilité de le faire. Voilà, merci. Merci à vous deux pour ces éléments de réponse. Et justement, je vois qu'on a le temps voilà, de prendre encore évidemment d'autres questions. Toujours sur cette question de l'éligibilité, une autre question. Merci pour ce webinaire. Le dispositif peut-il être utilisé dans un centre de soins d'une association caritative? Et une autre question, et les médiateurs en santé seront eux aussi très intéressés d'y avoir accès, étant donné leur positionnement dans le parcours de santé. Donc là, plutôt une affirmation plutôt qu'une question pour les médiateurs en santé.
Je vais laisser répondre Aline. C'est un dispositif qui a été fait pour les libéraux au départ. Et, Oui. et voilà, après, évidemment, je repensais à la médecine du travail. Moi, à notre consoeur, je crois, un médecin du travail qui posait la question en disant comment peut-on avoir accès à un dispositif même en payant. Ben, je vous invite à vous adresser pour le coup directement à ISM et à voir avec eux ou même vous adresser à Codage et Codage vous réorientera vers ISM pour que vous puissiez y avoir accès directement. Mais voilà, au départ, c'est quand même un dispositif. Alors peut-être, Claude, tu pourrais aussi apporter ta contribution. Mais nous, quand on en a hérité, on va dire, de l'URPS médecin, c'était un dispositif qui avait été élaboré et programmé pour les professionnels de santé libéraux. On comprend que chaque professionnel individuellement ne peut pas contractualiser avec une entreprise comme ISM, alors que l'idée, c'est d'avoir un collectif pour leur permettre de les représenter, et ce qu'on fait avec plaisir. Et en revanche, ce qu'on nous avait expliqué, c'est que les dispositifs plus grands, les associations un peu plus grandes ou les hôpitaux pouvaient eux-mêmes représenter leurs professionnels. Mais Claude, je te laisse peut-être la parole si tu as une précision à apporter. Non, j'ai pas vraiment de, de précision à apporter là-dessus. Je crois que tu as assez bien résumé, y compris le fait de renvoyer les personnes vers ISM. J'ai pas d'idée de comment faire. Mais eux, ils peuvent faire des propositions. Bien justement, merci beaucoup. Oui, effectivement, hein, pour les personnes qui ne seraient pas éligibles, hein, nous, on peut bien sûr mettre en place des partenariats qui vont être plus cernés, plus ponctuels, hein. On travaille déjà dans un premier temps avec beaucoup de centres hospitaliers, mais on peut mettre en place des partenariats avec des associations, c'est déjà le cas, hein. On couvre une bonne partie du territoire et d'autres structures. Donc ça, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Il y a bien sûr toujours Codage qui peut nous relayer les demandes. Et je vais vous mettre sinon mes coordonnées dans le chat si vous souhaitez m'adresser des demandes en direct. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Donc, on poursuit la lecture des questions. Une question qui s'adresse plutôt maintenant aux professionnels de santé qui ont témoigné. Au fond, sait-on ce qu'en pensent les patients? Si jamais vous voulez répondre, voilà, sur aussi des réactions que peuvent avoir vos patients quand le dispositif est proposé et quand vous sollicitez des interprètes pour les consultations que vous menez. Cécile, Moi, je veux bien Julie répondre. Déjà, en fait, il y a le consentement du patient. Moi, j'ai des patients qui ne veulent pas de l'interprète, même si moi, je trouve que ça serait quand même beaucoup plus fluide. La médecin qui parlait de gain de temps, mais ils n'en veulent pas. Donc ceux qui accèdent enfin, ceux avec lesquels on appelle le service, et il y a le consentement. Et moi, ils redemandent, en fait, déjà. Je dis, vous voulez qu'on rappelle? Ouais, on rappelle, d'accord. Donc, je pense que ça c'est la satisfaction. Et même si peut-être les indices non-verbaux sont pas complètement fiables, moi, je m'y fie beaucoup. Et je crois que je sais plus qui en parlait tout à l'heure, quand les patients se laissent aller, en fait, se laissent aller dans ce qu'ils ont à dire sans qu'ils soient figés dans la parole. Et je pense que c'est ça aussi la différence dont on parlait entre parole et interprétariat. Les patients sont plus dans la recherche du lexique pour me dire à quel âge l'enfant a fait ceci ou fait là. Ils racontent tout simplement. Donc, je pense que, en tout cas, moi, je me fie beaucoup, à leurs demandes répétées, et deux, aux indices non-verbaux qui apparaissent lors de la consultation. Et avant tout, le consentement du patient, bien sûr, avant tout. Oui, je rejoins aussi Madame Coralini sur le consentement. Bien entendu que, enfin, en tout cas, je pense qu'on appelle tous, on va demander effectivement le consentement avant d'appeler. Pour avoir testé la phase sans codage avec une famille où, comme je le disais tout à l'heure, il fallait broder ou faire appel à un tiers ou demander à un membre de la famille.
quand je suis retournée au domicile et cette fois-ci en proposant le service codage, la dame a été directement d'accord. Et pour se fier un peu au langage aussi, on parlait non-verbal. Moi, la dame, après, finalement, elle m'a pris le téléphone des mains et du coup, c'est elle-même qui a posé des questions à l'interprète pour me faire aussi savoir peut-être des choses auxquelles j'étais peut-être passée à côté. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est bien parce que là, on est vraiment, encore une fois, dans un échange. Voilà. On n'est pas dans un question-réponse, on est vraiment avec, comme une personne qui est un peu invisible, mais qui, voilà, c'est une passerelle. Et du coup, moi, voilà, en tout cas, ça a été utilisé. Je pense que je le réutiliserai avec cette famille pour lequel ça fonctionne. Donc, je pense que il n'y a pas eu de, voilà, il n'y a pas eu de choses négatives par rapport à ça. Et au contraire, je pense que les personnes, comme disait aussi Madame Corallini, se lâchent aussi un peu sur des choses qu'ils pourraient nous dire et qu'ils ne peuvent pas nous dire autrement. Oui, c'est ce que disait aussi Dr Dugelet, hein, que ça libérait vraiment la parole, même sur d'autres sujets que ceux qui étaient au départ uniquement le problème pour lesquels les personnes venaient. En tout cas, elle nous disait qu'elle avait très peu, je ne sais pas si elle nous avait évoqué des refus, j'ai pas souvenir qu'elle ait évoqué des refus dans son témoignage. Mais elle demande, comme dit Madame Corallini, hein, elle demande systématiquement, effectivement, aux patients l'autorisation de. Merci beaucoup à vous pour ces éléments de réponse complémentaires. À la lecture d'autres questions qui ont pu être posées, là je pense que ce sont plutôt orientées pour ISM Interprétariat. Quelles sont les langues disponibles? En pratique, nous rencontrons souvent des difficultés avec les patients russes, ukrainiens et chinois notamment, qui parfois parlent un dialecte qui n'est pas connu par les applications. Notre association intervient dans plus de 185 langues et donc cela couvre évidemment un très grand nombre de besoins, allant des langues parlées de façon internationale, les langues les plus parlées dans le monde, aux langues régionales, locales, aux dialectes aussi, pour pouvoir justement accompagner des besoins différents en langue qui pourraient être exprimés par les soignants aux côtés de leurs patients. Une autre question, toujours sur Je me permets ce sujet de la d'intervenir. langue. Oui. Ouais, pour compléter ça, quand il y a des personnes avec des dialectes en particulier, l'interprète saura aussi que, par exemple, si on est de telle région, on va parler aussi, on va comprendre aussi un peu le russe ou un peu une autre langue, ce qui fait qu'on va pouvoir passer au-delà, alors que nous, on ne va pas forcément savoir qu'il y a tel dialecte, mais qui est proche aussi de telle langue pas loin et où ils vont parler les deux. Et ça, les interprètes, ils savent bien le décoder. Après, sur les demandes les plus fréquentes qu'on a, c'est dans le dispositif, c'est géorgien, albanais, pachto et russe, hein. Et en fait, avec tout ça, enfin, il n'y a pas que c'est celle-là, mais en tout cas, on n'a pas eu de frein liés à des dialogues, des dialectes particuliers dans les usages. On n'a pas réussi à vous mettre en défaut, en gros. Bon, bah, c'est positif à entendre. En tout cas, merci pour ce retour. Et c'est vrai, effectivement, que nos collègues interprètes, bah, ce sont des experts linguistiques qui peuvent véritablement, effectivement, identifier les langues que parlent les patients. Et aussi, pour beaucoup, nos collègues interprètes maîtrisent plusieurs langues de travail, donc peuvent aussi vraiment accompagner au mieux la compréhension de la discussion entre le soignant et le patient. Une autre question sur cette Si je peux me thématique de la permettre langue. un ajout Oui, par bien sûr. rapport au bénéfice de l'interprétariat, c'est que si on a par rapport aux conflits intra-régionaux dans le monde, si on a une appli qui traduit du tchétchène en russe ou du russe en tchétchène, d'un seul coup, on va aussi avoir des difficultés parce que là, on va se heurter à quelque chose de l'ordre de là qui touche plus au culturel et au ressenti des gens. Et ça, je trouve ça aussi important. Je pense qu'il y a des applis qui font de l'approximatif et ça serait dommage en fait qu'un lien thérapeutique se rompe parce qu'on s'est trompé, parce qu'on ne savait pas. Voilà, c'était juste ma petite contribution au bénéfice de l'interprétariat. Oui, merci beaucoup pour cette précision et ça me fait penser au fait que c'est vrai que
Si, par exemple, une personne va dire bah, moi je viens de tel pays, où le soignant arrive à comprendre le pays d'origine, bah, dans l'application par exemple Google Traduction, on peut dire bah, la personne va forcément parler, bien maîtriser une des langues reconnues nationalement dans ce pays, en fait ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc forcément l'interprète lui va pouvoir s'adapter au registre même de langue et aux langues maîtrisées par le patient. Et aussi quand je parle de registre de langue, ça va être aussi pour tout ce qui tourne autour de la reformulation, aussi notamment autour de termes techniques. Chaque patient a une histoire différente, a aussi eu peut-être un accès différent à une certaine scolarité, et donc son registre de langue va être plus ou moins, entre guillemets, expert si c'est quelqu'un qui, par exemple, a eu un accès à une scolarisation, des études supérieures et un système de santé quand même assez développé, ou quelqu'un qui vient plutôt d'une région plus reculée, entre guillemets, où il n'y a pas forcément un accès facilité à différents professionnels de santé dans le pays d'origine. Donc n'hésitez pas encore, voilà, les collègues co-organisatrices et intervenantes à partager aussi des retours et des témoignages complémentaires. Je poursuis la lecture des questions, mais évidemment, n'hésitez pas à m'interrompre. Il y avait également une question, existe-t-il des affiches en différentes langues afin de les mettre dans la salle d'attente pour dire que le médecin a recours à des interprètes? Alors, ce n'est pas proposé pour le moment, mais en tout cas, c'est une idée intéressante qui peut être pensée comme un outil complémentaire justement pour aiguiller le patient et en fait montrer de façon visuelle qu'un dispositif d'interprétariat est effectivement disponible pour pouvoir échanger avec le professionnel de santé. Je continue les différentes questions qui ont pu être posées. Toujours sur cette question de la langue, comment faire pour identifier la langue du patient à l'aide de votre dispositif? Donc, quand vous appelez ISM Interprétariat, c'est des collègues donc, de la coordination qui vont réceptionner votre besoin et donc qui peuvent aussi accompagner les professionnels de santé dans la qualification du besoin et de la langue, notamment en posant des questions complémentaires sur le pays d'origine, notamment du patient, et de pouvoir trouver l'interprète qui parlera là où les langues du patient. Ce qui peut être proposé aussi, c'est un interprète polyglotte qui parle plusieurs langues pour pouvoir voilà, tester entre guillemets entre l'une de ces langues pour s'assurer de la compréhension. Et puis si jamais au début de l'échange, on identifie que le patient et l'interprète ne se comprennent pas, et ben là on peut proposer alors, un interprète dans une autre langue. Je prends le fil des autres questions. Bonjour, avez-vous des interprètes en langue des signes? Les personnes sourdes sont également confrontées à ce problème de communication avec les professionnels de soins et ont besoin d'un interprète. Alors c'est vrai que le recours à l'interprétariat linguistique dans le champ de la santé, c'est quelque chose d'assez distinct de la langue des signes. Et donc, on ne propose pas ce service avec des interprètes salariés de notre association, mais peut-être que si de nombreux besoins sont remontés, peut-être que ça peut être aussi questionné pour réfléchir justement à mettre en place un accès potentiellement pour la langue des signes, et à voir Sachant aussi en fonction peut-être du besoin qui peut être remonté. Sachant qu'il n'y a pas qu'une seule langue des signes, hein. Il y a des langues des signes aussi par pays. Donc, ça ne serait pas la langue des signes, ça serait les langues des signes, puisque c'est pas si simple que d'avoir une langue des signes internationale, hein. Oui, tout à fait. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Autre chose peut-être? Ok, d'accord. Alors, n'hésitez pas si vous avez, voilà, il nous reste quelques minutes, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Ah oui, donc il y a un participant qui nous donne une information pour les personnes sourdes. Il y a l'URA2SM au CHRU de Nancy. Au CHRU de Nancy, oui, il y a une unité qui a été spécifique, qui est déployée. Mais je ne sais pas si c'est à l'échelon régional ou on en bénéficie dans l'antérégion Lorraine, qui est une unité d'aide au parcours des personnes qui sont malentendantes ou qui ont des problèmes d'audition, et qui ça vraiment, au-delà là aussi, hein, au-delà des problèmes d'audition, c'est aussi une perception particulière
du soin et de la réalité qui est très bien accompagné dans ce service au CHU de Nancy, effectivement. Je ne sais pas s'il y en a dans les autres CHU, je ne sais pas. Aline, je ne sais pas. Je crois qu'il y en a à Strasbourg aussi. Enfin, c'est des unités Ouais, d'accueil au des Sus, personnes ouais. des sourds. Oui. Mais oui, il y a ça au Sus de Strasbourg, au Sus, ouais. Ouais. Ah bah alors voilà. Alors je ne sais pas du coup s'il y en a à Reims aussi. Et à ce moment-là, il y en aurait dans les 3 CHU. Ouais. Mais alors pour travailler avec eux dans le cadre du DAC et des personnes aussi qui sont malentendantes ou qui sont familles de malentendants ou aidants, effectivement, la perception du parcours est différente et on a bien besoin de leur aide. C'est pas non plus simplement le fait de pas bien entendre, c'est aussi une perception du quotidien qui est peut-être aussi différente. Merci à vous pour ces éléments. Il y a également une question concernant l'accessibilité du service. Nous avons une activité partagée avec la réanimation. Quand vous dites service accessible 24 heures sur 24, est-ce vraiment le cas pour expliquer des situations compliquées, même la nuit? Et donc, effectivement, notre service d'interprétariat par téléphone est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, semaine et week-end inclus, pour répondre à des besoins même urgents, non planifiés dans le cadre de rendez-vous, mais aussi pour répondre à des urgences auxquelles des soignants pourraient être confrontés. Alors, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions qui ont été posées par les participants. Merci beaucoup. Je vois aussi que certains ont transmis leurs coordonnées, justement peut-être pour poursuivre les échanges ou transmettre des demandes complémentaires ou des partages d'informations complémentaires. Donc, on ne manquera pas, voilà, entre les différents co-organisateurs de cet événement, de se repartager par la suite les informations qui ont pu être partagées dans le chat, dans l'espace questions-réponses par, Ouais, dans par tous les les cas. différents Dans tous les cas, participants. Codage reviendra. Nos chargés de mission, là, vous voyez Muriel, Sylvia ou Mélanie, selon les régions, les antérégions d'origine, reviendront en proximité vers toutes les personnes qui ont laissé leurs coordonnées. La conclusion du webinaire, je vous repartage la dernière slide que normalement, voilà, qui s'affiche. Donc, on vous repartage le QR code pour accéder au formulaire en ligne de demande de code et aussi l'adresse mail sur laquelle vous pouvez contacter Codage pour poser voilà, vos questions complémentaires si vous le souhaitez. Eh bien, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation ce soir. Un grand merci à tous nos intervenants et intervenantes pour vos témoignages sur l'importance de recourir à l'interprétariat professionnel dans le champ de la santé. Pour rappel, une petite enquête, un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé après le webinaire pour récolter des retours de vos participants sur l'organisation de l'événement, la qualité du contenu proposé, des conseils, suggestions pour l'organisation d'autres actions de sensibilisation sur le recours à l'interprétariat professionnel. On vous précise aussi qu'un replay sera disponible prochainement et relayé par les différents co-organisateurs du webinaire, donc l'Agence régionale de santé du Grand Est, Codage, et aussi ISM Interprétariat. Si l'un ou l'une des intervenants souhaite dire un dernier mot pour conclure ou dire voilà, au revoir, je vous laisse bien sûr la parole avant de conclure l'événement. Vous remercier en tout cas ISM et Codage pour la co-animation, la co-organisation de ce webinaire et encore plus pour le travail déjà réalisé mais à venir. Voilà, n'hésitez pas en tout cas effectivement à vous rapprocher de Codage suite à ce webinaire si pour les autres questions, mais a priori vous en avez, donc tant mieux, c'était l'objectif. Et puis bien pris en tout cas les différents questionnements par rapport aux perspectives de déploiement. En tout cas, voilà, ça fait partie des échanges que l'on poursuit aussi avec Codage pour en faire évoluer le dispositif au regard de la réalité de vos pratiques, de votre quotidien et du quotidien aussi des patients. Donc voilà, c'est bien pris en tout cas de notre côté, soyez-en assurés. Et puis on vous apportera les réponses prochainement. Mais vraiment, merci de votre participation et encore merci à Codage et ISM. Et au Dr Bronner pour l'initiative de l'URPS-ML que l'on poursuit en tout cas en essayant de rester fidèle à ce qui a été initié au départ aussi. Merci. Merci de le rappeler.
Merci à vous en tout cas. Merci à nos chargées de mission aussi, je vais quand même le dire, hein, parce qu'elles font un gros travail dans le cadre de la promotion et du suivi de ce dispositif. Voilà, je tenais aussi à le préciser. Merci à vous encore à toutes et à tous pour ces mots de conclusion et pour la collaboration à l'occasion de ce webinaire. Merci beaucoup encore à tous nos participants. Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous repartager des informations, le replay du webinaire, articles de blog aussi, articles d'actualité pour se tenir informés de cette sensibilisation sur le recours à l'interprétariat en santé. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci encore à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.